un grand salam. Donc, je suis de formation scientifique, c'est-à-dire je ne suis pas de formation littéraire, donc je ne philosophe pas. Moi, c'est des cas concrets. Je suis donc simplement un individu qui cherche à connaître un peu l'islam, et donc un islam qui sort en dehors de la tradition, un islam rationnel, c'est-à-dire scientifique, du terme scientifique dans rationalisme. Donc, je constate depuis pas mal d'années que des mosquées, des associations, des, plein de mouvements qui naissent. Et le problème, c'est que quand on voit le résultat, il est pratiquement, je dirais, médiocre, voire nul. D'où la question du problème de la citoyenneté. Qu'est-ce que la citoyenneté? Qu'est-ce qu'un citoyen? Euh, le problème, c'est que un Français musulman a eu un problème, c'est celui déjà qu'il y a un conflit avec ses origines déjà ethniques et religieuses. Est-ce qu'il est français? Est-ce qu'il est musulman? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'il est maghrébin? Donc voilà. Euh, le constat que quand on voit justement donc ce problème des associations, des mosquées qui essayent d'œuvrer pour essayer d'apporter un mieux pour le français musulman, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, je pense comme un système de déjà-vu. En effet, à l'époque coloniale, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y avait ce qu'on appelait les caïds. Les caïds étaient des propriétaires terriens, des riches, lors de la colonisation de la France, se sont arrogés le titre d'être les auxiliaires et les intermédiaires entre l'administration coloniale et les indigènes. Nous voyons exactement le même prototype se répercuter ici en France et en Europe. Donc ces caïds ce sont actuellement des responsables d'associations. Je ne cite peut-être pas celle de mon voisin, mais la plupart des associations, la plupart des mosquées qui s'érigent le droit justement de parler au nom des musulmans. Bon, on sait qu'actuellement, je viens d'une région qui est l'Alsace, qui est un véritable laboratoire. Il y a toutes les races, toutes les religions, toutes les sectes, euh, toutes les tendances que vous voulez. Donc, c'est un très bon endroit pour étudier justement ce problème de, de rapport entre l'État français, la France, l'islam, les musulmans, etc. D'ailleurs, le problème fondamental n'est pas d'être citoyen. C'est d'abord le problème, qu'est-ce qu'être un musulman? Qu'est-ce que l'islam, justement? Est-ce que c'est l'islam qui vient du Maghreb? Est-ce que c'est l'islam qui vient des pétrocraties du Golfe? Donc, on ne sait pas quoi. Donc, le problème actuel, comme je disais tout à l'heure, les caïds, actuellement, ce sont des responsables, justement. Des responsables, et ça n'engage que moi, ce sont des responsables, je précise, pas toutes les mosquées, pas toutes les associations, mais une grande partie. Donc, on sait très bien que c'est le business islam, donc ils travaillent sur le côté c'est le label halal qui est très mercantile, donc il y a beaucoup d'argent à gagner à ce niveau-là. Donc vous avez les pèlerinages à la Mecque, vous avez les conversions, j'ai entendu des conversions payantes, en fait c'est ce système que j'appelle le business islam, quoi. En dehors de cela, lors des élections présidentielles, législatives ou communales, nous voyons ressurgir le dossier français musulman. Je dirais que même Maître Vergès n'en voudrait pas de ce dossier, quoi, tellement qu'il est compliqué. Donc ce dossier est ressorti pour faire de la surenchère électorale, c'est-à-dire moyennant toujours le problème finance, un terrain à bâtir, parce que qui dit terrain à bâtir dit mosquée, dit une marle. Bon, il y a beaucoup de termes j'ai créé une nomenclature parce qu'il fallait créer une nomenclature pour ne pas avoir de redondance, de répétition, etc., quoi. Donc une marle, c'est quoi? C'est une mosquée à responsabilité limitée. C'est comme une SARL, sauf elle est gérée par certaines personnes qui se donnent justement ce droit d'être investies par Dieu d'une mission civilisatrice ou islamique. Donc,
en fait, le débat se déroule sur l'état des lieux, donc cet état des lieux, c'est qu'est l'islam, et sur les perspectives d'avenir. Y a-t-il une perspective d'avenir justement pour ces musulmans? Donc, le problème, c'est que justement, il faut que je définisse quelques termes pour que vous puissiez un peu comprendre mon optique, ma vision des choses, quoi. Elle est assez compliquée. J'avais averti M. Larbi Keshat que je ne fais pas dans la dentelle. Et j'espère que vous allez ne pas trop me juger à ce niveau-là, quoi. Donc, j'ai créé un terme à force de chercher comment je peux définir certains politiciens ou certains stratèges de type français judéo-chrétien et d'autres d'origine, d'obédience musulmane. Bon, à force de chercher, j'ai trouvé le mot doud. Doud. Doud est un nom commun. Bon, il y a certains qui veulent essayer de le traduire en arabe, mais j'essaie de le garder en français tel qu'il est, quoi. Donc, c'est un nom commun invariable en genre et en nombre. Ça désigne un naoa, encore un autre terme, c'est-à-dire un arriviste, opportuniste et affairiste, qui se sert de la peur des gens, de l'ignorance, de l'abrutissement de masse pour faire passer un message, celui de mercantilisme. C'est encore ce problème de business, en fait. Nous sommes très, très, très forts dans le domaine du commerce. Et donc, les anciens, nos parents qui, à l'époque, fréquentaient les amicales des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, etc., comme ils voyaient leur clientèle partir vers les mosquées parce que bon, ils approchaient un âge où la vie ne me permettait plus de faire beaucoup de politique et qui se préparaient à rencontrer le Créateur, ils se disent, bon, nous allons un peu partir vers les mosquées. Manque de peau, c'est que les autres les ont suivis aussi, quoi. C'est-à-dire les présidents des amicales les ont suivis et ils ont refait le même système, quoi. Ensuite, donc, ce même système, le français, donc ça c'est au niveau des doudes. Et le problème, c'est que dans les doudes, il y a deux sortes de doudes. Il y a un doude externe et un doude interne. C'est une espèce très très prolifique. Donc le doude externe, plutôt les doudes internes, restons-en dans cela. Le doude interne, ce sont ceux qui se prévalent de l'islam. Je dis bien ceux qui se prévalent de l'islam, parce qu'il y a islam et islam. Donc ils se prévalent de l'islam. Donc ce sont les caïds que j'ai parlé tout à l'heure, des laois, donc des opportunistes affairistes. Et il y a les doudes externes. Les doudes externes, ce sont ceux qu'on voit tous les jours à la télévision. Donc ce sont les politiciens, les plutocrates, ceux qui sont... c'est la bourgeoisie en France, c'est ceux qui détiennent les médias, ceux qui tiennent la culture, etc., etc. Donc ce sont ces gens de doudes. On parle de communauté musulmane. À force d'étudier la communauté musulmane... C'est juste si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions directement, mais vous pouvez préparer vos questions pour celles et ceux d'entre vous. Donc préparez-les maintenant, comme ça on avancera très vite, Inch'Allah. J'ai encore un peu de temps alors. Ah, d'accord. Donc, une autre petite définition, justement, de la communauté musulmane. À ma connaissance, il n'y a pas de communauté musulmane. Il n'y a pas. Elle s'est éteinte au XIIIe siècle. La communauté musulmane, c'est quoi? Bon, ce qu'on voit actuellement, c'est un ramassis d'individus, de peuplades, hétéroclites, racistes, égoïstes. Et ça, on le voit tous les jours. Donc, je vous dis que je suis dans une région un véritable laboratoire. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas parler de communauté. Ensuite, on parle de musulmans. Le musulman, ça fait, comme je dis encore, au XIIIe siècle, c'est fini. Il n'y a plus de musulmans actuellement. On peut se dire, oui, bon, de quel droit dit-il qu'il n'y a pas de musulmans? Il n'y a pas de musulmans pour la simple raison qu'à l'époque du 8e siècle, le terme même au niveau de la sémantique du mot musulman avait une valeur. Le musulman incarnait dans ses faits et ses gestes. Il était la science, la connaissance, le progrès, la civilisation. D'ailleurs, la civilisation de l'islam classique, qui est du 8e au 13e siècle, c'est celle qui est contemporaine, c'est l'héritage de nos sociétés actuelles. Donc ce musulman était une chose fondamentale dans l'islam, c'est être au service de l'humanité. C'est ça qu'on a perdu. Du 8e au 13e siècle, on était au service de l'humanité. À partir du 13e siècle jusqu'à nos jours,
on est tous au service de tout, sauf de l'humanité. Et quand on dit service, être au service de l'humanité, c'est être au service de Dieu. C'est ça l'objet fondamental. Le message fondamental de l'islam, c'est ça. Donc actuellement, depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours, nous sommes au service d'un émir, d'un moufti, d'une organisation, d'une association, d'une mosquée, d'un roi, d'un président des pays, etc., d'une confrérie, d'une secte, tout ce que vous voulez. On n'a jamais été au service de l'humanité. C'est pour ça qu'on ne vaut plus rien du tout. On ne vaut rien. En plus, le fait d'être un musulman actuellement, comme disait notre camarade, un musulman, c'est quelqu'un, actuellement, c'est un terroriste, c'est un sous-développé, c'est quelqu'un qui est réfractaire à toute notion de civilisation. Il méprise la science, la connaissance, l'esthétique, la culture. C'est quelqu'un qui a horreur du droit, c'est quelqu'un qui a horreur de la loi. C'est ça, en fait, qu'on est arrivé à ce stade-là, quoi. Donc, je dis que, par exemple, nous sommes en France. En France, nous avons la chance d'être en France, dans un pays quand même de droit, de liberté, où on honore l'intelligence, la raison, le travail, etc. Pour moi, c'est un gâteau. La France est un gâteau, il n'y a plus qu'à mettre la cerise qui est l'islam dessus. Et actuellement, ce n'est plus le cas. Donc, juste en plus, pour parler un peu juste, bon, en dressant ce tableau un peu noir, y a-t-il une perspective d'avenir justement pour le musulman? Oui, il y en a. D'abord individuel, c'est-à-dire un travail personnel. C'est celui de, par exemple, de penser par soi-même et ne pas laisser les autres penser à votre place. Le terrain était en friche pendant 15-20 ans, pendant une vingtaine d'années était en friche, tout le monde s'est engouffré, sauf le musulman. Il restait là, béat, à regarder, à suivre des petits débats, des petites conférences. Et en plus, une chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que je suis en train de vous dire des choses que vous n'aimerez pas entendre. Parce que la plupart des temps, vous allez voir des conférences, des débats où vous voulez qui parlent justement de ce que vous voulez qu'ils parlent. Donc, je disais qu'il y a quand même dans cette perspective d'avenir, il y a un avenir pour le français, c'est déjà pour le français, justement, français musulman. D'ailleurs, il y a un pléonasme avec le français musulman. Chaque fois qu'on met musulman, on parle de français. Ça, quand on parle de français, on parle musulman. Bon, le problème, c'est comme si on disait maintenant le français bouddhiste, ou français chrétien, ou français protestant, ou athée. Bon, c'est juste une petite parenthèse, quoi. Donc, c'est celui de penser par soi-même, c'est celui de s'instruire. L'instruction est fondamentale, parce que plus on est ignorant, plus on peut se faire manipuler. Ensuite, il faut avoir un esprit d'analyse, un esprit critique, de jugement, être très ouvert aux gens. Ensuite, faire, je dirais, s'effacer de l'influence néfaste, entre guillemets, du bled, et surtout des pétrocraties du Golfe. On sait les dégâts qu'ils sont en train de faire actuellement en France. Ensuite, bon, c'est vrai qu'une fois qu'on a réglé pour ce problème, ce travail individuel, personnel, on peut faire un travail de groupe. C'est quoi ce travail de groupe? Essayer, par exemple, de faire des cercles d'études, communiquer entre vous. Puisque vous avez pratiquement la même pensée, vous êtes moins bête, vous êtes beaucoup plus intelligent, vous raisonnez, donc vous allez créer un cercle d'études. Ce cercle d'études va vous permettre de faire un échange au niveau national, même européen. Ensuite, il faut cultiver la politique du boycott. C'est ce qu'on ne fait pas. Boycott, je ne dis pas seulement boycotter le Coca-Cola, mais boycotter plein de choses à l'intérieur des mosquées. Je ne vais plus à cette mosquée parce qu'elle n'est pas conforme aux principes islamiques. Je ne fais pas, par exemple, l'Aïd, la fête, entre guillemets, la fête du mouton, parce qu'il n'y a aucun endroit pour le faire dans une condition normale. Bon, ça, c'est quelques termes de boycott. Il y a aussi le phénomène, celui du lobbying. Il n'y a pas de lobbying actuellement. Et surtout, il parle de politique, mon camarade tout à l'heure. Pourquoi ne pas créer justement des partis politiques? S'émanciper des partis classiques, la droite, la gauche, le centre, les écolos, etc. N'étant pas capables nous-mêmes de créer des partis politiques? Nous avons la masse, nous avons les supports, nous avons justement les droits démocratiques. Pourquoi ne pas le faire? Et surtout, essayer de ne plus s'incruster dans ces partis en nous traitant, je veux dire, avec justement ce problème de servir ces doudes externes. Déjà, je vous avais posé la question, est-ce que tu as bien retenu le mot doude? Définis-moi le mot doude. Donc, le doude externe, qui sont justement donc, ces stratèges qui utilisent
ces musulmans, français musulmans, pour s'en servir justement pendant ces élections. Et je conclurai par une phrase de Ibn Sina, que vous connaissez, Avicenne, 980-1037, dans son livre Kitab al-Shifa, le livre de la guérison, en prologue, disait « La connaissance est une parure pour nos amis et un bouclier contre nos ennemis. » Et j'ajouterai, ce genre d'ennemis, ce sont les doutes externes et internes. Voilà pour l'instant, si vous avez des questions.